20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir David Desclos. Bonsoir, vous m'entendez bien ? Comment allez-vous ? Oui, je vous entends très bien. Ça va très très bien, merci de m'avoir invité, très très cool. Merci d'être avec nous ce soir. David Desclos, vous avez un parcours pour le moins très atypique, mais pour laisser la surprise à ceux qui nous regardent, on découvre, on analyse votre personnage, votre histoire, c'est votre portrait dressé par Axel Rebaud. Alors David Desclos, si votre vie était un film, j'y croirais pas, tellement elle est invraisemblable, sauf que votre vie, elle est bien réelle et vous vous en êtes servi pour monter sur scène. Alors David Desclos, un peu une petite rétrospective, vous commencez doucement dans le crime, mais assez tôt, vous avez 7 ans quand vous êtes attrapé pour un vol à l'étalage, on fait une ellipse de quelques années et vous êtes devenu braqueur de banque, rien que ça. Des années 80 aux années 2000, vous devenez même très performant puisque, comme beaucoup, vous allez de banque en banque que vous braquez, mais vous finissez par vous faire choper. Mais ça vous arrête pas, vous parvenez à vous échapper. Seulement là, il vous faut quelque chose de plus gros. Et ce gros poisson, c'est justement le braquage de la Société Générale en 1998. Et oui, certains regardaient le foot à cette époque. Vous, David Desclos, vos yeux étaient alors rivés sur la selle des coffres. Mais la vie, c'est pas un film, et l'opération finit malheureusement par échouer. Enfin, malheureusement, c'est pas vraiment. Vous vous faites à nouveau attraper, puis vous vous rééchappez. Bon, vous devenez un peu le Jean Valjean des braqueurs, j'ai envie de dire. Puis vous vous rendez à la police après 1 an de cavale. En prison, vous vous surprenez à jouer les grands frères avec d'autres détenus un peu plus jeunes que vous. Vous vous reconnaissez un peu en eux, vous les faites rire. Et là, c'est le déclic. Si vous pouvez faire de la prévention avec ces jeunes délinquants à l'intérieur de la prison, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas à l'extérieur ? Vous écrivez alors un spectacle en sortant de 5 ans de prison. Faire rire en parlant du crime, ça paraît fou. Et vous l'avez fait. Ça s'appelle Écroué de rire et c'est mis en scène par le rappeur Stomy Bugsy, avec qui vous deviendrez amis. L'histoire vraie de ce braqueur de banque a séduit le grand public. Il y a des rires, il y a de l'émotion et des leçons. 20 ans de votre vie que vous condensez en 1h20 de spectacle. Et avec Stomy Bugsy, la collaboration marche bien. Vous jouez à nouveau avec lui dans Un jour, j'irai à Détroit. On suit alors l'histoire de 2 prisonniers en novembre 1944, 2 soldats, un Français et un Américain qui partagent leurs cellules et leurs histoires. Beaucoup de votre vie dans ces personnages. C'est un show acclamé par les critiques et les spectateurs. Alors moi je vous dis, on a hâte de vous retrouver au théâtre, David Desclos, parce que pour une fois qu'on a une happy end à une histoire de braqueur, croyez-moi, on va la savourer. Merci Axel Rebaud. David Desclos, vous êtes plutôt satisfait de ce portrait, ça vous correspond ? Oui, ça me correspond, sauf que bon, je suis toujours, j'aime bien quand même remettre, pas braqueur, mais cambrioleur. Donc, cambrioleur. Même si c'est pas beau non plus de cambrioler, mais voilà, les braqueurs prennent des armes et nous, c'était sans armes et sans violence. Et bon, voilà, donc c'est juste cette petite rectification. Et puis aussi, dans Un jour, j'irai à Détroit, il faut nommer aussi Cyril Guel. On est 3 dans Un jour, j'irai à Détroit. Et donc, Cyril va nous écouter ce soir. Et donc, je lui fais un grand coucou à Cyril Guel, qui est le 3e, le prisonnier américain. Mais en tout cas, sinon, vraiment, chapeau bas. Il a fait vraiment un super truc. Je le félicite. Merci beaucoup. Merci encore, Axel, en tout cas. David Desclos, on me dit que votre caméra est peut-être un poil trop haute. Si vous pouviez la baisser un tout petit peu pour qu'on puisse vous voir un peu mieux à l'image. Voilà, normalement ça devrait être bon. David Desclos, en tout cas, on l'a vu avec le portrait d'Axel. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, quand le David Desclos jeune, enfant puis adolescent, comment est-ce qu'il va vers le monde du banditisme ? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Malheureusement, j'ai grandi, entouré de personnes qui, comme moi, avaient les mêmes idées. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Et les anciens nous ont montré le chemin de comment se débrouiller. On n'avait pas d'argent pour manger ni pour s'habiller. Et donc, la seule solution, c'était qu'on nous a expliqué à l'époque, et c'était d'aller voler, cambrioler. Et donc, on a suivi les anciens. Et si j'avais grandi à quelques pas de Tours, un peu plus loin, j'ai connu d'autres qui étaient aussi pauvres que nous, qui ont pris un autre chemin plus honnête, et je les félicite. Mais nous, voilà, le groupe qu'on était, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. On s'est tous poussés vers ce chemin du banditisme. Et puis, je pense
Vous avez commencé par des délits mineurs, vous le disiez tout à l'heure, vous avez cambriolé, voilà, des petits enfin en tout cas vous aviez volé de l'argent dans des coffres-forts de supérettes par exemple, des choses comme ça. Là où vous allez vraiment passer aux choses sérieuses, ça va être avec le braquage de la Société Générale de Caen, c'est ça? Oui, avant celui-ci, il y en a eu d'autres. On a commencé à s'attaquer de plus en plus au coffre-fort. Je me suis spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Donc, on neutralisait les alarmes, on rentrait dans les grandes surfaces, les banques, et on découpait les coffres-forts jusqu'à ce Noël 1998 où on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque. Pendant 4 mois, on a creusé un tunnel et on est arrivé à la salle des coffres. Voilà. Et pour une petite erreur de notre part, sur 5, on s'est fait attraper à 2. On s'est fait attraper qu'à 2. Et moi, au bout de 24 heures de garde à vue, je me suis évadé. Et donc voilà, et la cavale m'a servi. J'aurais pu empirer mon état pendant ma cavale, mais en fait, cette cavale m'a fait comprendre que j'étais vraiment sur le mauvais chemin. Et je voyais les gens tout autour de moi qui vivaient, qu'ils avaient fait attention à leur liberté. Et j'ai compris que dans la vie, il fallait pas faire attention que à sa santé, il fallait faire attention aussi à sa liberté. Et que c'était les 2 piliers de base pour réussir dans la vie. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu. Et alors que donc vous êtes évadé, vous avez échappé à la vigilance de la police, vous le racontez très bien dans votre spectacle Écroué de rire. Plus tard, vous allez décider de vous rendre vous-même. Oui, voilà, c'est comme je l'ai dit, au bout d'1 an de cavale, j'ai compris que j'avais mieux à faire que de rester dans ce monde-là. Je voyais les gens autour de moi. J'étais en Espagne, en Suisse, dans le sud de la France. J'ai été hébergé par des gens qui travaillaient, qui m'ont fait comprendre ce que c'était que la vie. Voilà, une autre vision de la vie, de ce que moi je vivais dans le quartier. Et là, j'ai senti que, et puis surtout pendant ma cavale, j'ai commencé à raconter aussi comment je me suis évadé à des gens de confiance. Et pendant des repas, ils rigolaient, tout le monde rigolait à chaque fois que je racontais mes histoires. Et je sentais que je pouvais faire rire, mais en plus que je pouvais passer en même temps des messages. Et arrivé en prison, je l'ai fait dans la promenade. Et c'est en le faisant de plus en plus dans les promenades, les jeunes rigolaient, je leur envoyais des messages en même temps. Ils ont écrit dans la promenade du Comedy Club. Et là, c'était une évidence pour moi. J'ai compris que je pouvais faire quelque chose de bien en racontant tout ça avec humour et dérision. Tout le monde me disait d'écrire un livre ou de le faire en film, mais je voulais arriver de cette façon-là, d'une façon originale. C'est-à-dire d'arriver sur scène, toucher un public différent dans les théâtres, les one-man shows. Et voilà, je me suis découvert cette passion, ce truc. Si on m'avait dit ça avant que j'aurais fait, je l'aurais pas cru. J'étais vraiment pas destiné à ça. Et en fait, finalement, la prison, ça a vraiment eu un impact. Ça a changé un petit peu votre vie et votre mentalité. Ouais, ça a été vraiment. Les premières peines de prison, non, les premières peines, j'avais pas. En fait, c'est dès l'instant où j'ai eu le déclic, et là, j'ai changé ma mentalité, j'ai changé ma vision, et donc sur les dernières peines, là, quand j'avais compris que je pouvais faire quelque chose de mieux de ma vie, eh bien là, j'avais une autre vision de tout ça, et donc la prison, là, de m'être rendu, de payer ma dette. Je savais qu'arrivé dehors, j'allais faire quelque chose de mieux, que j'allais pouvoir faire quelque chose de bien de ma vie. Et pourtant, vous avez récidivé une fois après donc avoir été condamné pour le braquage. Vous êtes finalement retourné pour une affaire et vous aviez une dette d'honneur, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai compris aussi, et c'est pour ça que c'est un message que j'essaye d'envoyer à tous les jeunes, c'est que rentrer dans le banditisme, c'est une chose. Voilà, je vais pas dire qu'on y rentre comme un claquement de doigts, mais on y rentre assez facilement. Mais en sortir, c'est très très dur. Parce que tu as des dettes d'honneur, les gens avec qui tu grandis, avec qui tu es dans ce monde, n'ont pas les mêmes visions que toi. Si toi, tu as le déclic, eux ne l'ont pas forcément. Et donc, les quitter quand on s'est tous donné des paroles à la vie, à la mort, céder quand il y en a qui sont en prison, les autres dehors doivent les aider. Ben, quand toi, tu sors et que ceux qui sont en prison, qui sont encore en prison, quand toi, tu étais en prison, ils t'ont aidé, et que toi, tu as envie de changer de vie, bah, tu peux pas partir comme ça, quoi. Tu peux pas les laisser tomber.
tu ne peux pas les laisser tomber. Et donc tout ça, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre aux jeunes, leur dire ne faites pas l'erreur la vie, c'est pas un film, quoi, parce que on pense que c'est au début ça paraît marrant, ça paraît joyeux, on prend des sommes d'argent, on prend des petites peines de prison, on pense que ça va être de la rigolade, mais plus on avance, plus on se prend des plus grosses peines de prison et plus on s'enfonce dans le banditisme et puis on a des dettes d'honneur, on a des dettes et donc pour sortir. Juste dans quelques instants, on parlera du message que vous essayez de faire passer, en tout cas dans les prisons et sur scène. Mais avant ça, on retrouve Florian Michelin pour faire un petit tour du côté des réseaux sociaux et savoir ce que disent les internautes de vous, David Desclos. Florian. Bonjour David Desclos et rebonjour Bastien. Oui, donc Philou, elle nous dit sur Twitter que vous êtes un personnage unique. Vous avez un passé de fou et tout ça sans violence ni sang et avec un code d'honneur. Bravo. Pour Popex, vous êtes le talent de la tesse, débrouillardise, charme, tchatch et culot. On a aussi Maghrebi sur YouTube. Pour lui, vous parlez mieux arabe que la plupart des maghrébins de quartier. Pour Samir, pendant 5 ans, sans que personne s'en aperçoive, vous étiez Norbert, commis d'office. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Il y a aussi le roi des méchants chauve qui s'est amusé à faire un dialogue tiré par les cheveux. Vous, David Desclos, vous dites « j'ai tenu 5 ans » et Patrick Balkany vous répond « petit joueur, trop mignon ». Et il y a un sujet qui revient souvent quand on parle de vous, c'est de faire une série Netflix sur votre vie. Alors, rêve ou réalité ? Eh ben, j'espère que ça va être une réalité parce que je suis justement en plein dedans, en plein pour parler avec des producteurs et tout. Parce qu'on a tapé Netflix comme ça, comme un claquement de doigts. C'est très très dur. Et justement, je suis justement en plein dans tout ça, quoi. Avec Stomy, on est voilà, on espère. Je croise les doigts. Je vous souhaite que de la réussite en tout cas. Merci maître Florian Michelin pour ce petit passage du côté des réseaux sociaux. En tout cas, David Desclos, on a hâte de voir une série sur votre histoire parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. On le rappelle, vous aviez commencé à monter sur les planches, sur scène, alors que vous étiez en cavale, que vous étiez censé être en prison. À ce moment-là, vous vous rendez compte du risque que vous prenez en montant sur scène ? Disons que je connaissais, c'est sans prétention que je vais dire ça, c'est toute la vie que j'ai eue, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, je connais tout sur le bout des doigts, je savais que en montant sur scène en disant le nom de Pinlu, l'envers de Lupin, même s'il y avait eu des policiers dans la salle, ils auraient été loin de se douter que j'étais en cavale ou quoi, j'étais pas non plus Antonio Ferrara, j'étais pas, j'étais très recherché, quand même connu dans le domaine, mais c'était un pied de nez. Et puis j'avais vraiment pas peur et ça me faisait rire aussi en même temps et je savais que je faisais quelque chose de bien, quoi. Tous les passages, raconter mon évasion tout en étant en cavale sur scène, ça plaisait au public, ça me plaisait à moi, les gens applaudissaient. Ils me demandaient la suite. Ils disaient non, je peux pas. Et j'avais le culot de dire non, je peux pas, je suis en cavale, je dois partir. Donc les gens rigolaient. Ils pensaient que c'était marrant, que c'était connu, mais en fait c'était la réalité, c'était vrai, quoi. Effectivement. Mais je veux dire aussi, Florian l'a dit tout à l'heure, vous faisiez tout sans armes ni violence. On vous a appelé le Spadjari de Caen pour ça. Mais ensuite, après le spectacle, vous avez voulu aussi vous investir au niveau des prisons et vous faites des interventions dans des prisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là-bas ? Alors, on fait quelque chose vraiment de très très bien. On en est là à une petite quinzaine de prisons déjà de faites, autant des prisons du Sud, du Nord, de Paris. On va en prison avec Stomy Bugsy, moi, Marie-Ange Larosa, ma femme Nora. En fait, on vient délivrer un message et chacun de nous a de belles choses à dire. Moi, j'ai mon expérience. Stomy a la sienne. Marie-Ange Larosa, c'est une ancienne victime qui a été braquée il y a 14 ans chez elle, à son domicile, et qui vient apporter un message pour les victimes, parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas que parler de la réinsertion des détenus, il faut aussi parler des victimes, sinon on va diviser la France. Beaucoup de gens diront c'est bien joli d'essayer de réinsérer les jeunes et tout, mais il faut penser aussi aux victimes, il faut donner la voix aux victimes. Et ce qui se passe entre les victimes et les détenus en prison est tout simplement magique. Ce que les détenus disent aux victimes et ce que les victimes disent aux détenus,
Franchement, il y a vraiment beaucoup d'émotions, de messages. Et on est vraiment super fiers de ça. Et j'ai ma femme Nora parce qu'il y a un grand message aussi pour toutes ces femmes les mamans, les femmes qui attendent, et même il y a même des papas qui vont voir les détenus aussi. Mais voilà, toutes les personnes qui ont des êtres chers en prison et donc qui attendent pendant des années. Une femme qui attend pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ma femme m'a attendu pendant 5 ans sur la grosse peine. Et ça, donc, c'est quelque chose de très important que les détenus, ils le vivent, hein, ils le savent, mais que Nora vient expliquer que voilà, c'est très dur aussi pour eux. Et donc, le message est vraiment complet parce qu'on apporte de l'émotion, on apporte du message. Et Écrou et de rire vient apporter aussi de l'humour. Mettre de l'humour dans tout ça parce que je finis par le spectacle et tout, on fait rire et je fais rire avec ce qu'ils vivent parce que dans le spectacle, je raconte vraiment des moments qu'eux ils vivent. Par exemple, comment ça se passe, les cris par la fenêtre, les co-détenus. On tombe sur des co-détenus très très fantastiques. Quand je raconte les co-détenus, ils ont l'habitude ils ont l'impression de l'avoir vécu aussi, quoi. Enfin, ils l'ont vécu. Que je raconte leur anecdote à eux parce que c'est quasiment tout le temps le même genre de personnage. En tout cas, tout ça, on peut le retrouver dans votre spectacle. Malheureusement, avec la crise du coronavirus, vous ne pouvez plus le jouer. Vous nous avez parlé donc d'une série qui serait en préparation, notamment avec Netflix. On l'espère en tout cas pour vous. C'est quoi les projets maintenant? C'est retourner sur scène au plus vite? Oui, on espère. Là, on attend les décisions de réouverture du théâtre. Mais surtout, on attend l'évolution du Covid parce que s'il y a une deuxième vague, les gens sont pas prêts non plus. Et moi, le premier, hein, si on me disait à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore assez sécurisant de dire même que ce soit au cinéma ou au théâtre, on va pas y aller pour l'instant. Il faut attendre d'avoir un bon retour, vraiment savoir si ça s'est vraiment calmé au niveau de ce virus, quoi. Et au niveau du confinement, pour quelqu'un qui a passé une partie de sa vie en cavale, à vouloir absolument éviter l'enfermement, ça s'est passé comment pour vous? Alors je dois reconnaître, il faut que je sois franc, ça s'est super bien passé. J'ai fait ça vraiment. Parce que juste avant le confinement, je jouais 2 pièces de théâtre en même temps. J'avais mon livre aussi, j'avais la promotion de mon livre, David Desclos, une histoire vraie chez Flammarion. Je le place en même temps, je le dis. Mais c'est vrai, j'étais bourré. Je courais à 100 à l'heure, j'étais à 100 à l'heure, je rentrais à des 3 heures du matin. Et là, le confinement m'a fait à la fois me reposer et repartir dans l'écriture, m'occuper, profiter de mes enfants, de ma femme et tout. Et comparé aux années de prison que j'ai fait, le confinement, je l'ai super bien vécu, quoi. J'ai trouvé ça. Alors, le plus important, c'est de faire attention, de ne pas tomber malade et de rendre hommage à tous ces gens qui, eux, les infirmiers, les éboueurs, les routiers, tout le monde. Mais nous, franchement, moi, j'ai un message à dire. J'ai essayé de le dire. C'est de dire, profitez de ce temps pour qu'il soit utile. Comme quand on était en prison, comme ce que je dis à tous les détenus. Profitez de ce temps parce que, voilà, apprenez à comprendre le temps. Regardez, 1 an derrière, c'était hier, 1 an devant, ce sera demain. Le temps passe tellement vite qu'il faut profiter de ce temps pour en faire quelque chose d'utile. Et c'est ce qu'on a fait avec Stomy. On a écrit, on a pris ce temps pour écrire avec Nora, avec ma femme. On a écrit beaucoup. Et j'ai profité de Nora et mes enfants. Et donc, moi, le confinement, je l'ai super bien vécu, quoi. Bon, bah en tout cas, on a hâte de voir tout ça, de voir tous vos nouveaux projets. Donc voilà, que vous avez pu travailler pendant le confinement. Et on espère vous revoir très vite sur les planches dès que des théâtres français, dès que les conditions sanitaires le permettront. Et puis aussi, peut-être bientôt dans une série. En tout cas, merci encore à vous, David Desclos, d'être venu nous parler, en tout cas, de votre histoire. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.